Bonjour et bienvenue à cette quatrième séance de la première édition de la table ronde Métarchives. Je suis Elisabeth Comeau, représentante des étudiants et nouvellement diplômés à l'AQ. Je suis contente de vous présenter cette table ronde qui est organisée par Catherine Girard et Jean-Samuel Bisson depuis septembre 2023. Lors des tables rondes, on a pu élaborer sur plusieurs sujets. Dans les thèmes qu'on a vus, on a vu les archives et leur potentiel pédagogique avec Marie-Laurence Raby et François Lafont, notre régisseur. Ensuite, le thème des archives et les émotions avec Léon Isabelle, Louise Lainès et Éric Légaré-Roussin. Et finalement, la dernière séance sur les archives et leur interprétation à travers les arts avec Alexandra Tremblay et la compagnie de théâtre Pleurer dans la douche. Donc, aujourd'hui, nous nous concentrons sur le thème des archives menteuses. Je laisse donc la parole à Catherine pour débuter le tout. Donc, merci d'être présent. Encore, désolé du petit retard. Des problèmes techniques, ça arrive. Mais tout ça pour dire que bienvenue, quatrième édition de Métarchives. Aujourd'hui, on va parler des archives menteuses. Pour rappeler un peu c'est quoi Métarchives, en fait, c'est créer des discussions autour de des thèmes sur les archives pour déconstruire leur rôle, réfléchir aussi la façon dont on doit les traiter, mais aussi comment explorer la multitude d'usages qu'on peut en tirer. Je tiens à remercier l'AQ de nous permettre de faire ce projet pilote cette année, mais également le Foualier de nous accueillir. Derrière le bar, vous avez Louis-Xavier qui peut vous pouvoir servir donc bière, thé au jasmin. Sentez-vous à l'aise. Et pour faire la suite, bien, là, je cherchais la caméra. Mais bonjour à tout le monde en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat. François va nous les faire parvenir, puis il va y avoir quand même un suivi par rapport à ça. Et juste pour vous dire, finalement, comme on vous l'avait parlé, c'est les archives menteuses, notre thème aujourd'hui. Thème qu'on va surtout discuter avec nos invités pour justement découvrir qu'est-ce que c'est vraiment les archives menteuses. Brièvement, mon nom c'est Catherine Girard, je suis diplômée en archivistique depuis 2023. Mais finalement, moi, de mon côté, j'ai surtout un parcours littérature et cinéma et je travaille au ministère de la Famille avec mon collègue et ami Jean-Samuel. Jean-Samuel, si tu veux te présenter. J'ai mon propre micro. Donc oui, moi aussi, Jean-Samuel Bisson, donc je suis nouvellement diplômé. J'ai écrit nouvellement diplômé, mais finalement, ça fait déjà un an de la maîtrise en archivistique. Puis j'ai commencé mon parcours dans les archives là, en 2020 au ministère des Transports. Puis actuellement, comme Catherine l'a mentionné, je suis au ministère de la Famille. Donc on s'intéresse particulièrement là, en ce moment au dossier d'exploitation du ministère, puis à la gestion documentaire là, dans son ensemble. Mais on s'intéresse aussi là, à la portée des archives, puis tous les usages qui peuvent en découler, là, même dans un contexte gouvernemental. Donc, ça fait le tour pour moi. Je permettrai maintenant à nos invités là, de vous présenter là, chacun votre tour. Mathieu, si tu es à l'aise, on commencerait avec toi. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir. C'est super le fun. Moi, c'est Mathieu Paradis. Je suis candidat à la maîtrise en histoire à l'Université de Montréal sous la direction d'Olivier Hubert. En fait, je travaille avec des sources d'ordre un peu littéraire, des autobiographies, des mémoires de militantes communistes montréalaises. Principalement des écrits qui sont répertoriés à Montréal, dans Outremont, aux archives Passe-Mémoire. J'en profite pour saluer André Lévesque et son équipe. Je travaille aussi sur le colonialisme québécois. Je travaille sur l'invisibilisation autochtone et le regroupement littéraire de parti pris. Et donc, je m'intéresse beaucoup aux archives. Ça fait partie de mon quotidien. Donc, voilà. Bonjour à tous, mon nom est Étienne Gagnon. Merci de l'invitation, Catherine, Jean-Simon. Première pour moi, chez Métarchives, j'ai eu l'occasion d'assister aux précédentes rencontres, mais c'est un plaisir de l'être ici en tant que conférencier invité. Merci beaucoup. Pour ma part, je suis étudiant, candidat au doctorat à l'Université Laval en ethnologie patrimoine, et puis je m'intéresse à une chose qui a un très grand nom, mais qui est très simple et que vous avez sûrement déjà vu passer dans l'actualité, qui est le patrimoine, et comment on fait le patrimoine par le brassage des discours, des concertations entre acteurs, sous un
terme, parapluie qu'on appelle la patrimonialisation. Et c'est par l'étude de certains types d'archives particulières que je m'intéresse à ce processus-là. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Caroline Isabelle Caron. Moi, je suis la vieille de service aujourd'hui. Je suis professeure au département d'histoire et au programme d'études culturelles à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. Moi, mes recherches se concentrent sur les identités, la construction des identités, principalement à travers les représentations du passé et aussi les représentations de l'avenir et comment est-ce que ça s'articule dans le présent. J'ai bien sûr travaillé beaucoup avec des archives, mais aussi pour des archives, à travers des archives, principalement des archives communautaires. Et j'ai une vision des archives qui est souvent bien différente de beaucoup d'historiens de l'histoire sociale, parce que moi, trouver des archives dans un garage ou dans un grenier, j'ai fait ça toute ma carrière. Et donc, j'espère pouvoir discuter de ces questions-là aujourd'hui. Parfait. Merci à vous tous pour votre présentation. Donc, on va commencer avec la première question qui est vraiment la question qu'on pose là, à tous nos invités là, lors de ces événements-là. Puis Caroline Isabelle, tu as commencé à l'effleurer un peu. Donc, la question, c'est les archives, ça représente quoi pour vous? Comment vous les définissez? Donc, intuitivement, comme ça, là, définissez les archives. Donc, je ne sais pas si Mathieu, tu veux commencer. Oui, je peux commencer. Pardon, c'est ma bouteille. Les archives, pour moi, c'est assez large. Pour moi, c'est un document, c'est une matérialité, mais ça peut être aussi vrai dans l'absence. Il y a aussi une matérialité dans l'absence, dans le silence, dans les non-dits, dans ce qui est pas, dans ce qu'on voit pas. Puis en ce moment, je trouve que particulièrement ce qui se fait en littérature, je peux penser à des autrices comme Lola Lafont puis Claudie Hunsinger qui font des trucs vraiment intéressants avec justement ce qu'il n'y a pas dans les archives. Et donc, moi, principalement, quand je pense donc à une archive, si j'essaie de la définir grossièrement, c'est un peu des traces ou des absences qui permettent de comprendre des vécus. Puis, je pense que c'est important aussi d'avoir une vision assez large de ça et de demeurer conscient qu'il y a toujours des rapports de pouvoir dans la production et la conservation des archives. Donc, plus la définition est large, plus j'ai l'impression que c'est une démarche qui est inclusive. Dans la poursuite de ce que tu dis, Mathieu, je répondrai à la question en disant que je proviens des sciences historiques dans ma formation, puis j'imagine que c'est un peu ce qui nous rassemble un peu ici. On est un peu dans la même veine que des études sociales par l'entremise des archives. C'est la source, on va dire, privilégiée souvent des études en sciences historiques, en sciences sociales, etc. Et je ne fais pas exception. Évidemment, on a toujours le stéréotype du vieux papier en archives, mais ça peut avoir des formes aussi beaucoup moins stéréotypées aussi. Hein. On n'oubliera pas que nos manières de produire des documents ont énormément évolué depuis les 40, 50 dernières années, que ce soit par les facsimilés, mais aussi résolument par le numérique aujourd'hui. Et puis, des productions qu'on considère comme étant des archives sont de plus en plus récentes. Dans mon cas présent, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais j'appelle archives peut-être à tort, on en discutera, là, mais des productions journalistiques qui datent du début des années 2000, alors que je pense que c'est pas ce qu'on appellerait les archives le plus instinctivement parlant, et dans le but non plus de ne pas trouver des grands moments d'histoire dans ces archives-là, mais plutôt des prises de parole, des discours qui proviennent de gens ordinaires ou de politiciens à gauche, à droite, sur des sujets plutôt banals, là, en l'occurrence. Là. C'est comme ça que je les finirais courtement. Lorsque j'ai ces discussions-là avec mes étudiants de deuxième et troisième cycle, c'est presque exclusivement des gens qui viennent apprendre à devenir des historiens activistes, des archivistes communautaires. Moi, c'est ce type d'étudiants-là qui viennent travailler avec moi. Lorsque on réfléchit ensemble sur les archives, je leur demande souvent de différencier entre le contenant, le contenu et l'intention de l'archive.
parce que si on définit ces trois choses-là, on se rend compte que finalement, tout peut être une archive. Et non seulement chaque document, mais dans la collection même, l'acte de faire la collection de ces archives-là est très intéressante. Alors, une grand-tante qui ramasse toutes les petites notes que sa mère lui a laissées, ben, c'est des archives. L'historien du village qui a collectionné toutes les cartes postales touristiques disponibles dans la région, ben, c'est des archives aussi. J'apprécie beaucoup le travail qui a été fait il y a à peu près 10 ans par Abigail DeKosnik, qui réfléchissait sur justement l'archive électronique. La compilation des données est un acte archivistique et la compilation de données qui n'a pas été compilée par des archives institutionnelles, ben, ce qu'elle a appelé des rogue archives, hein, des archives voyous, ben, ces archives voyous-là, c'est des archives aussi, au même titre que les grandes archives québécoises, canadiennes, nationales ailleurs aussi. Alors, c'est ça, c'est de voir que l'archive, c'est une action qui est, à mes yeux, le plus important. Merci donc pour vos définitions. Pour commencer, ben, déjà là, on voit que c'est 100% intéressant parce que, puis on en parle un peu là, dans chacune de nos séances de Métarchives, mais si on se ramène pour le fun là, à la définition officielle de c'est quoi les archives, là, vraiment si on prend la définition textbook, là, si je pourrais dire, c'est quoi? Dans le fond, c'est des archives qui sont des documents qui sont produits dans le contexte là, d'une organisation pour permettre la conduite de ces activités. Donc là, on se rend compte que selon vos définitions, ben, on vient d'élargir là, carrément là, le spectre de c'est quoi vraiment des archives. Donc, tout à fait intéressant. Fait qu'on enchaînerait là, avec la deuxième question. Comment les archives interviennent-elles dans votre travail, dans vos recherches, bref, dans vos activités? Comment vous définiriez l'intervention des archives là, dans ce contexte-là pour vous? Étienne, oui, si tu veux. Ben, le premier abord, ben, c'est une intéressante question parce que dans la suite de ce que tu disais également, on est des producteurs effectivement nous-mêmes d'archives, donc elles interviennent, on va dire, en simultanéité, si on les considère comme ça, bien sûr, c'est-à-dire qu'on compose des corpus. Ben, dans mon cas, je m'apprête à rentrer sur le terrain puis à faire des entretiens ethnographiques, donc on produit nos propres données aussi dans un certain point, puis on prévoit leur versement à l'avance, là, souvent dans des archives particulières. Dans mon cas, ce sont les archives de folklore. Mais cela à part, là, c'est une parenthèse, les archives en tant que telles interviennent souvent comme des moments de révélation. C'est-à-dire qu'on a souvent des questions qui sont très théoriques quand on est en classe, en séminaire, etc. Et puis, on se base un peu sur la présence ou l'existence de certaines archives pour approfondir ces questions-là, ou les documenter, leur donner une existence, on va dire, qui va être épistémologique, scientifique. Mais avant d'avoir devant nous les fonds ou les archives, ces constituants-là, nos questions demeurent sans réponse. Donc, de ce point de vue-là, c'est souvent au moment où on est devant, où on constate l'existence de ces fonds-là que, littéralement, on peut réellement enquêter. D'autre part, je dirais que ça m'a fait penser en répondant à cette question-là, en tentant, ça m'a fait penser à Marie-Laurence Raby l'année dernière, oui, il me semble. Il y a séance 2, oui, exact, de Métarchives qui avait parlé des mouvements et des groupes d'autosanté féminine et qui soulignait un point très important, c'est-à-dire la négociation à travers l'accès. C'est-à-dire que les archives ne sont, surtout quand on parle d'ethnographie, d'histoire sociale, de choses qui sont plus récentes, ben, ces archives-là sont possédées ne sont pas nécessairement possédées ou mises en accès libre par des institutions publiques, mais par des groupes privés, et des groupes privés qui ont des cahiers de charges, qui ne vont pas donner leur accès à leurs archives à n'importe qui. Et il y a toute une négociation qui doit s'entamer pour respecter leur point de vue aussi, avec toute la subjectivité que ça sous-entend, nécessaire même de reconnaître cette subjectivité. Je pense qu'à cette occasion-là, on parlait surtout des archives lesbiennes, justement, là, Oui, comment c'était difficile d'avoir accès parce qu'il y avait comme une restriction d'accès pour cette utilisation de leurs archives, parce qu'eux, ils avaient le droit de les mettre en diffusion,
mais pas tout le monde a le droit de les mettre en diffusion sans leur accord, puis justement sans la contextualisation qui en ressortait. Là. Exactement. Puis dans mon cas, ça commence la pré-enquête, mais l'accès à certaines archives, je dois la négocier, cet accès-là, avec des sociétés historiques qui ont été des parties prenantes avec leurs propres opinions. Dans le cas de la patrimonialisation du site que j'étudie dans mes recherches, qui est le site, je ne l'ai pas mentionné, mais le site quartier Robertval à Cap-Rouge. Et ce ne sont pas des personnes qui vont donner leurs accès à n'importe qui. Il faut gagner leur confiance, il faut respecter leur position et les respecter. Même, ça a été mon leitmotiv de les considérer comme des partenaires à part entière dans mes recherches parce que je compte sur leurs informations et c'est leur choix, ce sont leurs archives, après tout. C'est extrêmement important ce que tu viens de dire. Moi, j'ai presque terminé la rédaction d'un livre sur les commémorations en Acadie, en Nouvelle-Écosse. Mais COVID a commencé et presque tous ceux qui possédaient les archives dans leur garage, dans leur sous-sol, dans leur grenier, sont décédés au cours des 4 années de la pandémie. Et leurs enfants, qui sont un peu plus vieux que moi, ne me connaissent pas et ont donc retiré leur accord. Et là, je ne peux plus publier ce livre-là parce que j'ai 4 des 5 chapitres dont je n'ai plus le droit d'utiliser les informations. Donc, avoir confiance, ces personnes âgées-là m'avaient donné confiance. Leurs enfants ne me connaissent pas, ni Dev ni Dada, et donc, le livre n'existe plus. C'est le défi de travailler avec des archives non officielles, des archives personnelles, des archives qui ne seront jamais compilées dans des archives institutionnelles. Ben, de mon côté, au quotidien, les archives, c'est surtout des lectures, en fait. Puisque je travaille avec des autobiographies ou des mémoires, donc il y a l'action, comme tu en as parlé, il y a l'action de faire ce geste-là, d'écrire et de consigner sa vie par écrit, mais il y a aussi tout le côté réflexif par rapport à cette action-là. Donc, c'est un peu, des fois, c'est drôle quand je lis ces femmes-là, ces militantes-là, elles consignent leur vie, oui, mais elles réfléchissent ce geste-là. Elles ont l'impression de faire un travail d'historienne. Et donc, il y a aussi une réflexion sur, justement, leur vie qui devient une sorte d'archive et la volonté de la consigner à l'écrit. Donc, c'est à la fois le côté de l'action, mais aussi à la fois le côté de la réflexion qui entoure l'action. Et c'est un peu la même chose quand je travaille avec la revue Parti pris / maison d'édition. C'est encore une fois un geste qui est fait sciemment. On consigne à l'écrit quelque chose, on essaie de dire quelque chose, c'est une prise de parole. Donc, dans ce sens-là, comment qu'elles interviennent, les archives au quotidien dans ma vie, ben, c'est surtout comme ça. J'ai l'impression que c'est des prises de parole qui se sont éteintes ou qui se sont estompées. Puis on est capable de les entendre encore un petit peu si on prend le temps de gratter. Ouais. Excusez, j'ai trouvé ça beau. C'était vraiment bien dit. Puis là, on rentre dans le vif du sujet parce que pour vous, c'est quoi une archive menteuse? Parce que là, on parle beaucoup de jeu de pouvoir, on parle de contexte, contenu, l'intention. Dans tout ça, c'est quoi l'archive menteuse? Ben ça, moi, d'habitude, c'est le bout où je me fais pas d'amis, dans le sens où... pour moi, la vérité, le mensonge, c'est devenu comme un peu une obsession parce que, bon, quand on me dit, bon, mais tu sais, Parti pris voulait dire ça, ou t'es militante, est-ce qu'elle disait la vérité ou est-ce qu'elle mentait? Puis, bon, je veux pas amoindrir une quelconque distorsion de la réalité, mais de mon côté, tu sais, OK, c'est ça ma réflexion. Au pire, elle mente ou au pire, il mente. Il reste la vérité première qui est la vérité du document. Fait que peu importe ce qu'il dit, peu importe s'il ment, mais il nous dit quand même quelque chose. Puis moi, je m'intéresse aussi surtout au ressenti, au vécu, à la perception. Fait que si une de mes militantes, dans son autobiographie, s'est trompée de date par rapport à un rassemblement quelconque dans les années 40, pour moi, ça n'invalide pas du tout son témoignage. Puis en tout cas, c'est pas ça mon dessin. Donc, le côté, une archive menteuse, est-ce que ça existe? Ben oui. Je ne veux pas tout relativiser puis être un négationniste, mais
Je pense que si on œuvre avec soin, puis qu'on se penche surtout sur qu'est-ce qui est dit, puis qu'on œuvre avec sensibilité, ben, je pense qu'on peut tirer des conclusions, puis des observations, puis des éléments de compréhension de n'importe quel document. Bien dit, bien dit. Je pense que je suis ton ami, je pense. Je pense que je peux te dire que je suis ton ami sur ces points-là. Mais tout à fait, comme tu l'as dit, œuvrer avec sensibilité, puis faire peur de nuances, déjà, dans ce qu'on considère comme étant la vérité, parce qu'on pourrait tout simplement dire qu'est-ce que la vérité de notre point de vue. On a un point de vue, hein? Nous aussi, en tant que chercheurs, chercheuses, la vérité est on va dire, dépend d'une certaine grille d'analyse. Si on a un point de vue conservateur sur une opinion, ou si on a un point de vue plus, on va dire, disons, progressiste, la vérité ne sera certainement pas la même. Et d'un autre point de vue, moi, je définirais peut-être d'un point de vue peut-être plus scientifique ou qu'est-ce qu'on veut dire par menteuse, une archive menteuse. D'un point de vue, on pourrait peut-être distinguer déjà les archives qui, d'un point de vue scientifique, mentent délibérément. C'est-à-dire qu'il y a un exercice idéologique qui se développe pour dire, pour transmettre de fausses nouvelles, par exemple. D'archives, par exemple, qui donnent un point de vue. Ou qui sont incomplètes, qui sont connotées, et qu'on peut, on va dire, dénoter cette connotation qui, à mon avis, fait partie intégrante de la prise de parole, même. De là, je pense qu'on va arriver à notre prochaine question plus tard, donc j'en dis pas plus. Qu'en penses-tu, toi? J'en pense des millions de choses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on parle des documents dans les archives, mais et c'est vrai que les documents dans les archives peuvent ne pas refléter les faits, mais sans pour autant mentir nécessairement. La factualité est une qualité qu'on peut évaluer dans une archive, mais souvent, c'est moins important, effectivement, que d'autres choses. Ce qui m'intéresse dans l'idée des archives menteuses, surtout, c'est l'autre pan qui est que est-ce qu'on les croit, ces archives-là? Est-ce que les archives disent ce que l'on veut? Et là, il y a d'autres questions qui apparaissent. Les généalogistes au Québec, surtout depuis les 15 dernières années, ce qui était l'obsession de l'ancêtre français, puis peut-être noble, s'est transformé dans l'obsession pour l'ancêtre autochtone. Et il y a une volonté de voir des Autochtones où il n'y en a pas, au point où on tord la documentation, on invente, on autochtonise des pauvres femmes françaises qui n'ont jamais rien demandé au 17e siècle, et on se métisse faussement. Je veux dire, il y a quelque chose comme 12 000 personnes au Québec qui se sont inventées métisses au cours des 15 dernières années. C'est d'un ridicule consommé, là, c'est pas vrai, là. Mais les vraies archives ne le démontrent pas, donc ils faussent les archives. Si on va sur Ancestry.ca, ces pauvres femmes françaises-là qui n'ont rien demandé sont toutes écrites métisses parce que les généalogistes qui sont entrés dans la base de données ont toutes changé ces pauvres femmes-là pour les autochtoniser. On fait mentir les archives à ce moment-là. Et on les fait mentir pour des questions politiques, par crypto-fascisme, pour radicaliser d'autres personnes au Québec. On parlait de conservatisme, c'est une idéologie d'extrême droite. Et ça se répand à travers la fausse autochtonisation de ces pauvres femmes-là. Daryl Leroux a écrit là-dessus, Kim Tallbear a écrit là-dessus, et d'autres. Adam Godfrey. On devrait avoir peur de ça. Et on gauche, on tord les archives en faisant ça. On les fait mentir. Ça, c'est un gros problème, d'après moi. Je pense que ça fait très bien le lien là, avec la question suivante. Vous l'avez un peu abordé, là, surtout Étienne puis Caroline Isabelle. Est-ce que vous croyez ou est-ce que vous pourriez faire l'argument que ce ne sont pas nécessairement les archives qui mentent, mais que ce sont leurs utilisateurs ou l'utilisation qui en est faite?
Donc, je pense on se dirigeait déjà un peu vers ce point de vue-là. Donc, soit par une mauvaise utilisation ou aussi par le manque d'archives, le silence. Donc, je pense que c'est toi, Mathieu, qui en parlait au début, là. Donc, comment vous diriez que c'est l'utilisation qui en est faite qui peut mentir? Si vous pouvez faire cet argument-là ou si c'est vraiment les archives qui mentent par elles-mêmes. Je pense que très certainement une archive peut mentir, un être humain peut mentir. Les archives sont issues de nous, donc oui, il y a des mensonges, c'est clair. Mais tu sais, je reviens un petit peu à... C'est une belle formule, là, la vérité première du document, mais si on se penche vraiment sur ce que ça veut dire, c'est que peu importe le type d'archive sur lequel on tombe, qu'il s'agisse d'un récit qui nous est raconté de façon orale, d'un reçu de transaction, le spectre est très large, ce n'est pas une réification de la réalité. C'est un élément, ça peut être une trace, ça peut être une production subséquente, mais on ne peut pas voyager dans le temps et dire ce document d'archives-là est l'histoire et l'événement qui s'est produit. Donc, je pense qu'il y a comme ce degré-là d'analyse où le mensonge, si on se penche là-dessus, d'abord, l'archive peut-elle mentir? Oui, mais à l'intérieur de son contexte de production, à l'intérieur ensuite de son contexte d'analyse. Donc, est-ce que les archives mentent? Oui. Ça serait ma réponse, oui. Sans contredire non plus Mathieu, je suis complètement d'accord avec lui. Je donnerai un exemple très particulier que j'ai pu remarquer qui est contemporain par la même occasion. Pour retracer archéologiquement ce qu'on a trouvé sur le promontoire de Cap-Rouge en 2005, qu'on a plus tard identifié comme étant, l'année suivante comme étant le site de la première colonisation, tentative de colonisation française en Amérique du Nord. On s'est basé sur des relations de voyage. Donc, les relations de voyage pour le public et pour tout le monde, ce sont des écrits que des explorateurs, des marins écrivaient, destinés généralement à leurs mécènes, que ce soit les cours royales en France, pour faire un très long post Instagram, essentiellement, pour dire qu'est-ce que j'ai trouvé, puis faire des gravures, essentiellement. Mais ces relations de voyage-là ont été, on va dire, vitales à l'identification de certains vestiges. Mais il ne faut pas oublier que ces relations de voyage-là ne sont pas, en l'occurrence, toujours fiables dans ce qu'on a rencontré réellement. Il faut se ramener, on n'a pas de photos, on n'a pas de light feed comme aujourd'hui. Et ce que Cartier ou Roberval disent avoir fait généralement ici à Cap-Rouge en 1541, entre 1541 et 1543, n'est pas forcément la réalité. Et donc, ce qu'ils disent avoir construit, par exemple, peut avoir été largement fabriqué ou embelli, par exemple, en disant qu'ils ont construit des corps de logis, des fortifications. On imagine un château, mais les fortifications, ça peut être un terme parapluie très, très ouvert pour dire j'ai monté une palissade de 3 pieds de haut, puis une bicoque, une clôture, exactement. Donc, de là à reconnaître dans des vestiges par la suite certaines choses, on peut dire que l'utilisation, dans le cas présent des archives, peut amener à faire sinon peut-être pas des mensonges, mais certainement des extrapolations. Et surtout quand on a une si grande période de temps qui sépare l'analyse de la production et qu'on n'a pas d'autres sources, surtout, on n'a pas d'autres sources. Entièrement d'accord, je n'ai rien à rajouter là-dessus, mais je veux reprendre quelque chose que Jean-Samuel a dit par rapport à ce qui n'est pas ramassé, les silences qui sont créés dans la construction des archives. Et ça, c'est un point qui est très important et qui fait en sorte que l'institution archivistique ment et se ment. Alors, un des principes que j'utilise souvent, je l'utilise beaucoup pour expliquer les problèmes systémiques à mes étudiants, c'est le principe du POSOWID. P-O-S-O-W-I-D. The purpose of a system is what it does. L'objectif, le but d'un système, c'est ce qu'il fait. Ça a été établi par Stafford Beer, qui travaillait
aux États-Unis. Et donc, c'est que peu importe les intentions déclarées des créateurs d'un système ou des réformateurs d'un système, ça ne sert à rien de dire qu'il fait quelque chose s'il ne réussit jamais à le faire. Les archives nationales sont là pour conserver ce qui est important à la nation. Dans les faits, les archives nationales canadiennes, les archives nationales du Québec ramassent essentiellement ce que les hommes blancs qui ont dirigé le Québec ont fait. Et on a tenté de compenser et on travaille très fort à compenser ces silences-là. Mais le fait est qu'il y a 150 ans ou plus d'archives d'hommes blancs qui se regardent le nombril puis qui se trouvent bien bons puis qui trouvent que les Noirs sont trop noirs puis que les Autochtones, ils devraient mourir parce qu'ils sont dans le chemin. Parce que le progrès est devant nous. Toutes ces choses-là, donc il y a des silences énormes, intentionnels, parce que on a choisi de ne pas conserver ce qui n'était pas important. Ce qui n'était pas important, c'est tous ceux qui ne sont pas des hommes blancs au pouvoir. Donc, les archives officielles, quelles qu'elles soient, les archives institutionnelles reflètent les valeurs intentionnelles ou non d'une institution. Et donc, elles mentent lorsqu'elles disent qu'elles sont totalistes, parce qu'elles ne le sont pas. Ben, j'aimerais juste ça, prendre le relais ici parce que je trouve ça intéressant. Les silences, en fait, je pense que c'est comme n'importe quel rapport humain. Si on est soucieux, si on est sensible, oui, il y a tout ce qui nous est dit, mais il y a tout ce qui fait partie du non-dit. Puis ça ne veut pas dire que parce que c'est un non-dit que c'est pas arrivé ou que c'est pas ressenti. Donc, c'est Marguerite Duras que j'aimais beaucoup qui disait d'une part que l'écriture, elle est là, toujours prête à hurler. D'une part, oui, mais que aussi l'écriture, c'est l'impossibilité d'écrire, c'est l'impossibilité de dire. Donc, oui, on a ce qui est écrit devant nous, on a une trace, mais qu'est-ce qu'elle ne dit pas qui nous permet de mieux comprendre? Où sont les silences? Où sont les angles morts? Je pense que n'importe qui travaille avec les archives a cette responsabilité-là de se projeter puis de faire ce bout de chemin-là pour essayer de comprendre ce qui n'est pas textuel, ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas précis, ce qui manque. Voilà. Je compléterais aussi par un petit ajout comme ça aussi, c'est que ces significations-là, tu parlais des silences et on va dire des lectures institutionnelles ou des objectifs institutionnels totalisants ou à volonté totalisante, ce sont des lectures qui changent aussi, puisqu'on est capable aujourd'hui d'avoir ce discours-là, aujourd'hui autour d'une table, et puis de le diffuser sur des réseaux sociaux et de remettre en question certains points de vue totalisants ou plus hégémoniques. C'est le cas dans le patrimoine également. On remarque, on va dire depuis le début des années 2000, on va dire un espacement de la place que prennent l'État, avec un grand « et », les spécialistes, y compris nous, hein, ça nous inclut, mais aussi de pluraliser ces rapports au passé, dans le cas qui nous intéresse, les archives. Et ces significations-là sont appelées à constamment se rebrasser aussi. Là. Et c'est important, ces changements-là sont extrêmement importants. Ces changements-là sont vrais. Les archivistes de l'Association des archivistes du Québec, de la Canadian Association of Archivists, font des pieds et des mains pour compenser les silences qui ont été mis dans les archives encore aujourd'hui. Mais ceci dit, il y a 20 ans, lorsque, comment est-ce qu'il s'appelle, je l'ai nommé ici, Michel Rolfe Trouillot, quand il a sorti son livre sur les silences laissés par la colonisation dans les archives nationales dans le Commonwealth, je veux dire, il s'est fait lancer des patates. Il est haïtien, alors. Et donc, ses pieds et ses mains, faire tout ce travail-là est encore en train d'être fait. Il est loin d'être terminé. Et il est encore parfois controversé. Parce que encore aujourd'hui, surtout avec la force de l'histoire nationale au Québec, l'histoire nationale au Québec est centralisante, justement, de décentrer le Québec du colon blanc, de la Nouvelle-France, c'est quand même un acte qui est encore aujourd'hui considéré comme un petit peu radical.
Et donc, tout le travail que les archivistes font en ce moment pour essayer de compenser est quand même un travail qui est à faire parce qu'il est encore un peu résisté. Je vous écoute depuis tantôt, puis vous me parlez aussi beaucoup d'idéaux, mais beaucoup d'intimisme. C'est bizarre à dire comme ça, là, mais on dirait que tous les rapports qui se font avec les autres, ça se fait avec soi, là, ça va de soi, là, on va se le dire. Là. Mais dans votre travail, mettons, justement, ce regard plus intime, parce que là, on parlait d'autobiographie, on parle aussi de colonialisme, on parle t'es un homme noir qui dit certaines choses sur le Québec par rapport à ça. Comment ça intervient, ce rapport très intime? Puis on parlait aussi, Caroline Isabelle, que toi, par exemple, les enfants des gens avec qui tu travaillais ne voulaient pas justement partager ces archives-là parce que les archives, ça a un lien autant que c'est diffusé puis mis de l'avant comme quelque chose de très officiel, c'est quelque chose de très intime et très personnel. Comment vous le vivez, vous, à travers vos tâches par rapport à ça? Je sais que c'est quelque chose que j'avais pas prévu, là, mais... je vais y aller très vite. Les Acadiens de la Nouvelle-Écosse se sont très fait mal servir par les historiens universitaires au cours des 60 dernières années. Ils très mal respectés, on a volé les histoires, on a écrit des choses sans leur permission. Ils sont donc maintenant extrêmement frileux à partager avec des historiens universitaires quoi que ce soit, parce qu'ils ont peur et ils ont raison de faire rire d'eux. Et donc, c'est là que le bas a blessé. Dans ce cas-ci, c'est qu'ils ne me connaissaient pas. Alors, ils n'avaient pas le lien de confiance envers moi qui pourrait les rassurer que je ne rirais pas d'eux. Et c'est pour ça que le projet a fait patatras. Pour suivre ce que tu dis, Caroline Isabelle, tu as ouvert une porte intéressante, Catherine, en parlant d'intimisme, et c'est la porte de l'émotion, entre autres également. Je sais que ça a déjà fait l'objet d'une précédente conférence, donc je me lancerai peut-être pas trop à corps perdu là-dedans, mais nécessairement, dans mon cas particulier qui étudie les chaînes de patrimonialisation, c'est indissociable de l'émotion et de ce rapport très intimiste-là à l'archive et à la signification, au rapport au passé qui est très intériorisé. Tu parlais de fixation nationale sur des archétypes, par exemple coloniaux, des choses comme ça. Le site Cartier-Roberval a été une bonne... un bon respin, on va dire, de cette espèce d'archétype colonial-là en début 2000, lorsqu'on a découvert, on va dire, un nouveau moment fondateur du Québec. Puis c'est pas moi qui invente les mots. C'est remarquable dans la médiatisation journalistique entre 2006 et jusqu'à 2022. Les mots de Geneviève Guilbeault lors du dévoilement du site en 2022. Donc, on parle berceau national, là, on parle le mot berceau, hein, la naissance de quelque chose est assez important, mais voyez-vous, on parle dans le cadre d'un gouvernement nationaliste, mais ce ne sont pas que les gouvernements nationalistes qui utilisent ces mots-là. On parle de mouvements de société civile pour lesquels ces mythes nationaux-là sont très importants et la remise en question, par exemple, d'une campagne de fouilles ou d'une mise en valeur plus traditionnelle suivant certains critères. La mise en danger d'un site, là, on peut mettre les guillemets, c'est mettre en danger une identité. Mettre en danger une identité, on aura l'occasion d'en reparler plus tard avec comment on construit les identités nationales, etc. Et toi, Mathieu, qu'en dirais-tu? Ben oui, je pense que le rapport aux archives, c'est quelque chose qui est très intime. Vous savez, si moi je consulte un document, puis j'en tire certaines observations, puis je les verbalise, et qu'ensuite Caroline se prête au même exercice, elle va m'apprendre des choses sur le truc que j'ai consulté. Après, Étienne va faire la même chose. Voilà, donc, tu sais, c'est tellement subjectif parce que c'est pratiquement comme une interaction avec quelqu'un, sans dire que la personne est là, on ne peut pas voyager dans le temps, mais ça devient quelque chose de très intime. En fait, ça vient en fait éveiller toute la sensibilité de la personne qui consulte, puis ça donne envie d'œuvrer avec beaucoup de respect et de prudence aussi. Mais en même temps, il y a le côté où on essaie aussi de mettre notre ego de côté. Tu sais, je ne veux pas avoir l'air
d'un fou qui pense que la personne dans le passé parle pour moi, tu sais. Mais je veux dire, quand même, juste d'être sensible puis de faire attention, c'est comme inévitable. Ça vient nous confronter, ça vient nous éveiller plein de vécus personnels, puis ça nous donne envie après d'élaborer sur toutes sortes de choses différentes. Donc pour moi, il y a comme presque pas d'autre rapport à l'archive que le rapport intime. Puis je sais que dans pas long, on va faire comme une mini-pause pour justement qu'on aille se ravitailler derrière le bar. Mais sinon, petite dernière question, peut-être, vous me donnez votre avis, c'est pas là-dedans, c'est pas dans les questions qu'on a prévues. Mais à ce moment-là, le rapport de pouvoir et de l'archiviste sur qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on se positionne, puis comment vous vous positionnez à travers vos travaux, puis tout ça, là. Non, c'est une énorme question. La personne qui possède l'archive ou qui est responsable de l'archive a un rapport de force direct envers la personne qui les utilise. Il y a 30 ans, avant que les archives des institutions religieuses soient fermées pour des raisons compréhensibles, est-ce que la religieuse t'aime la face? Était la question principale qui te permettait de savoir si tu allais avoir accès aux archives ou non? C'est carrément de l'interpersonnel, là. Je relancerai même en disant, comme tu l'as dit, que beaucoup de groupes sont très conscients même de ce pouvoir-là aujourd'hui et ils vont l'utiliser comme contre-pouvoir. Même à certains, on parlait des mouvements d'autosanté dont traitait Marie-Laurence Larabie. Tu as bien relancé la discussion sur ces sujets-là avec les communautés religieuses. Moi, j'ai un ami à moi qui travaillait pour une communauté religieuse et quand il s'apprêtait à prendre le relais de l'archiviste de la congrégation, l'archiviste a reçu des instructions de détruire certaines archives. Parce qu'il n'y avait pas la relation de confiance. Ce n'était pas un religieux qui allait pouvoir traiter. Et c'est des personnes qui ne peuvent pas comprendre la réalité pour lesquelles ces archives-là existaient ou qui avaient des choses peut-être incriminantes, peut-être. Et on voulait tailler la haie avant que le nouveau jardinier arrive, peut-être, on peut dire. Mais c'est... C'est arrivé plus qu'une fois. J'ai des exemples aussi d'exactement ça. Dans tous les cas, je pense que ce pouvoir-là est très bien compris par ces dépositaires et que c'est des questions qui ne peuvent certainement pas être réglées en un tour de table comme ça, mais qui sont très palpables, je pense, certainement. Mais je pas, ben, c'est parce que je veux pas rentrer dans... Parce que je veux pas être l'apatride non plus, mais tu sais, le rapport de force de l'historien est tout aussi vrai. Le rapport de force de la citoyenne et du citoyen qui va consulter. Donc, moi, je pense que ça passe par d'abord des interactions, le côté personnel dont on a parlé, puis ça passe par des archivistes qui se font confronter dans leur travail, des historiennes et historiens qui se font confronter dans leur travail. Ça passe par des belles discussions qui ne sont pas toujours diplomatiques, mais tant qu'il y a ces canaux de communication-là, puis qu'on est prêt à recevoir certaines réalités qui sont vraiment confrontantes, puis qu'on s'en rend pas compte des fois dans notre travail quotidien, ben, je pense que tant qu'il y a cette possibilité-là, ben, c'est positif, tu sais. Ça augure bien. Mais il faut un peu se décloisonner, je pense, puis essayer de défendre seulement notre point de vue, puis autant du côté des historiens que du côté des archivistes. Ouais, ben c'est ça. C'est humain. C'est des rapports humains. Tu soulignes quelque chose qui est très important, Mathieu, là, c'est-à-dire la fécondité de ces remises en question-là. Revoir la vérité derrière des archives et de revoir plusieurs niveaux de discours, plusieurs valabilités. Là, on parlera même peut-être de différence entre valabilité et validité peut-être plus tard, là, mais le fait qu'on puisse considérer valables des opinions autour de ce que le passé recèle dans des documents, par exemple, de quelque nature qu'ils soient, ben, c'est extrêmement positif, là, de sortir justement de cette espèce de dichotomie entre le spécialiste ou la personne au pouvoir et la personne qui doit gober l'information et qui n'a pas droit de citer dans cette interprétation-là du passé. Je conviens... Je te confirme que tu n'es pas un apatride ici, Mathieu. Mais oui, très fécond comme discours. Là, oui. Ça me fait penser aux travaux de... c'est Anne-Marie Poutanen, je me souviens plus de son prénom, qui
réexamine les archives judiciaires pour y trouver les femmes accusées d'être prostituées. Et elle a, au lieu de regarder le discours que l'institution a sur ces femmes qui ont été judiciarisées parce qu'elles vendaient leur corps, elle a plutôt regardé qu'est-ce que ça démontrait sur, par exemple, la circulation des femmes à Montréal, sur les économies informelles à Montréal, sur l'autonomie féminine à Montréal. Donc, en regardant les quelques traces que ces femmes-là ont laissées, qui sont lorsqu'elles étaient criminalisées. Donc, c'est aussi le regard que nous choisissons d'avoir sur le document peut changer la teneur du document, malgré le fait que le document lui-même est très orienté. On sait que Mathieu travaille sur les autobiographies, excusez-moi. Étienne travaille sur la patrimonialisation. J'ai bien essayé. Caroline Isabelle aussi travaille sur la création des ancêtres et surtout sur la science-fiction. Mais selon vous, comment peut-on construire une identité à partir des archives? Je pense qu'on peut faire des parallèles intéressants entre le rôle des archives pour créer des rapports au passé et la manière dont, on va dire, dans les études patrimoniales, on conçoit ces rapports au passé-là. Ceux qui me connaissent vont me voir sortir une vieille carte que je sors souvent. Mais au début du 20e siècle, on commence à théoriser ces rapports au passé-là. Il y a un auteur autrichien qui s'appelle Alois Riegel qui va parler... et qui va, on va dire, poser les bases de ce qui va toujours aujourd'hui être, on va dire, les grandes théories, on va dire, les grands tenants théoriques du patrimoine, c'est-à-dire, et je télescope là, volontairement, l'ancienneté, l'historicité et l'authenticité. Je pense que c'est des marqueurs qui sont tout à fait applicables aussi aux archives, c'est-à-dire le fait qu'elles soient réelles, qu'elles soient anciennes, et qu'elle témoigne d'un événement historique important. Et je pense que sur ces bases-là, si on lie ça à l'identité, qu'elle soit nationale ou autre, il y a des parallèles évidents à faire. Qu'on parle par exemple avec nos voisins du Sud de l'importance d'un document d'archives pour l'identité nationale et politique comme la Déclaration d'indépendance des États-Unis, la Constitution. Ici au Canada, l'histoire nationale du Canada, évidemment, on télescope encore une fois, mais... l'identité canadienne-française, je dirais plutôt canadienne, est intrinsèquement liée à l'Acte d'Amérique du Nord britannique, qui est aussi un document de loi, au même titre que la Déclaration d'indépendance. On pourrait faire des liens multiples avec la manière dont, dans la construction des identités nationales, on va dire, utilise ou sollicite les documents d'archives comme pièce à conviction, si on peut dire. Oui. Bis. Mais du point de vue des individus ou des petites communautés, la présence d'archives apporte ce qui est considéré comme étant des preuves. En histoire amateur, on prend souvent des raccourcis, pas parce qu'ils ne savent, pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce que c'est comme ça que ça marche, l'histoire amateur. On prend des raccourcis. Et donc, s'il y a un document qui semble dire ce que l'on croit, mais on a la preuve. Et donc, l'identité, à ce moment-là, devient prouvée et cristallisée, concrétisée par le document. Et en l'absence du document, on présume qu'il y en a un. On présume qu'il y a un document qui le prouve. Alors, l'identité, donc, est créée autour de l'archive, qu'elle existe ou non. Excusez-moi, c'est parce que je suis dans ma tête un peu, mais le volet construire une identité, puis moi, c'est plus une réflexion personnelle où j'ai l'impression de toujours voir le côté dangereux de ça, puis on dirait qu'à chaque fois que j'entends parler d'identité pour un regroupement, ou je vois le potentiel comme violent de la chose, puis on dirait que ça m'irrite tout de suite, mais... je veux pas renier non plus qu'il y a ce potentiel-là, c'est-à-dire qui est libérateur, qui est émancipateur, qui permet d'unir, qui permet à des communautés de se reconnaître, de s'aimer, de s'épanouir. Fait que je comprends tout ça, mais
j'ai peur des fois, juste un peu du côté à l'aide d'archives, on va se développer une identité, puis on va se rabattre là-dessus. J'ai l'impression que l'identité vient pas juste du passé non plus, puis j'ai l'impression que c'est toujours un peu une pente glissante qui est inquiétante, mais en même temps, je veux pas dramatiser non plus, mais c'est juste ça que j'avais en tête. Les archives sont aussi nécessaires pour pouvoir donner un squelette à l'histoire identitaire, à l'histoire nationale. Et c'est sans surprise que lorsqu'il y a des tentatives ou des génocides, on commence par éradiquer les archives, les universités et les bibliothèques. Bon, Israël vient de le faire au cours des 3 derniers mois à Gaza, mais on peut revenir aussi loin que ce que Franco, ce que Mussolini a fait. On regarde qu'est-ce que les nazis ont fait. L'une des premières choses qu'ils ont fait, c'est détruire l'Institut Hirschel, qui était l'une des plus grandes bibliothèques, centres de recherche et archives trans au monde. Il a fait reculer la visibilité, l'histoire et la connaissance sur ce phénomène-là de 70 ans en l'espace d'un après-midi. Donc, ce squelette-là, aussi incomplet qu'il est, que les archives sont toujours incomplètes, sont quand même nécessaires à créer une identité et un savoir sur cette identité-là. Si je peux compléter aussi, on va dire, cette construction identitaire-là par les archives peut aussi être utilisée pour, on va dire, réparer des torts aussi. Sans enlever tout rien à ce que tu l'as dit aussi, on peut parler des expériences qu'il y a eu à travers des musées comme le Museum of London, qui est l'une des plus grosses institutions muséales au monde, en fait, qui, autour des années 2010, a revampé, là, en bon français, son exposition permanente pour y inclure des minorités ethniques qui font partie intégrante du tissu social de la capitale de Londres, comme les Afro-Caribéens, les personnes noires de tous horizons, et sous l'appellation assez large, là, sous-thème du Black London, en intégrant également les luttes des personnes non-genrées, des gays et lesbiennes au tournant des années 60, 70, dans la construction de l'identité londonienne et dans son histoire, en l'intégrant dans ses pages. On pourrait également parler de toutes les pièces d'archives fabuleuses qu'on a pu voir dans l'exposition Unique en son genre au MCQ tout à fait récemment. C'était probablement l'une des premières expositions. En tout cas, moi, c'était la première exposition où il m'a été possible de constater certaines luttes des communautés gays, lesbiennes, non-binaires, LGBTQ au Québec. Et je suis certain que je n'étais pas été le seul. La constitution d'archives queer partout en Amérique du Nord sont presque toutes locales, mais quand même, depuis, ça commence dans les années 70, la plus récente est à Halifax. Elle va ouvrir ou elle vient d'ouvrir. C'est aussi compensatoire dans ce sens-là, c'est-à-dire que tous ces documents-là existent. Ils sont dans des sacs à poubelle, dans les garde-robes de personnes qui ont été récupérés souvent par des personnes qui étaient des amis de personnes qui sont décédées du sida dans les années 80. Alors, tout ce travail de reconstruction, qui est aussi le travail de construction de l'identité de cette communauté-là dans ces villes, se fait de cette manière-là assez intéressante. Mais, encore une fois, par exemple, Archive à Toronto, qui est la Queer Archive à Toronto, bien, un des problèmes, c'est que ce sont presque seulement les hommes blancs qui ont contribué à cette archive-là. Et là, elles-mêmes font un travail de compensation en essayant d'intégrer les lesbiennes et les trans et les autres queer à l'intérieur de leur archive, parce que même une archive compensatoire a des silences, elle aussi. Encore une fois, beaucoup d'accords autour de la table, ben, de la ligne en tout cas. Mais j'avais justement une question par rapport à ça, parce qu'on parle beaucoup de reconstitution, on parle de réconciliation par rapport à les archives. Mais justement, parce que toutes les archives qui sont détruites et qui vont être perdues dans tout ça, ces archives-là qu'on tient au silence, qu'est-ce qui en advient? Qui c'est qui s'en occupe? C'est pas officiel, puis les dynamiques où
les préoccupations sociétales, ils ne répondent pas. Ces archives-là, qu'est-ce qui en devient exactement? Là? Parce que vous travaillez beaucoup sur ces archives-là qui sont plus nichées, des archives qui ont besoin d'un public, puis ils ne trouvent pas, ce public-là non plus. Là. Sans blague, je parlais de sac à poubelle, là, c'est pas une blague. En Acadie, particulièrement en Acadie de la Nouvelle-Écosse, les archives ne sont pas récupérées par les archives provinciales. Hein. Si on va à Pans, à Halifax, puis on cherche des archives acadiennes, on va trouver quelques folkloristes, et puis c'est à peu près tout. Les archives acadiennes en Nouvelle-Écosse, c'est dans les municipalités acadiennes qu'on les trouve, et ces municipalités-là n'ont mais là, pas de budget, ils n'ont pas d'argent, c'est des villages, il y a 2000 personnes. Donc, c'est dans des sacs à poubelle dans le fond de la salle municipale. J'ai fait à Pomnico, même, qui est probablement le centre historique le plus développé avec Chitican, bien, j'ai trouvé certains documents, c'était dans des sacs à poubelle, dans le fond de la salle. Le dernier fragment d'un monument qui avait été créé en 1925 et qui avait été démoli en 1996, le dernier fragment était dans un de ces sacs à poubelle-là. C'est moi qui l'ai identifié. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de place. Tout ce qu'ils ont, c'est l'amour. Ils ont l'amour de leur passé et c'est pour ça qu'ils ne jettent pas ces choses-là. Mais ils ne peuvent pas les répertorier. Ils n'ont pas cet argent-là, ils n'ont pas la place. Le centre de Pomnico, leur gros problème, c'est qu'est-ce qui va arriver quand le père Leblanc va mourir? Parce que le père Leblanc, sa bibliothèque est tellement grande qu'elle va plus que doubler la collection du centre d'histoire de Pomnico. Ils n'ont pas la place pour mettre la bibliothèque du père Leblanc. Donc, et l'amour qu'ils ont, et c'est un amour fervent, ça ne suffit pas. Et on peut dire la même chose pour les communautés caribéennes de Détroit, pour les petits villages francophones dans le fond du Michigan, qui leur reste, qui sont 18. On ne sait pas quoi faire avec ces... Parce qu'il n'y a pas une institution officielle qui a un budget qui est capable de les aider. D'un point de vue aussi, derrière la disparition aussi, il y a des ressources, je pense qu'il y a certaines solutions qui peuvent être imaginées. Je pense à un collègue à moi qui travaille aussi au MTQ et pour la visibilisation de certaines archives qui ont perdu, oui, tout à fait, au ministère des Transports, qui s'intéresse en ce moment à, on va dire, sans dire patrimonialiser, mais à répertorier la mémoire institutionnelle à travers comment certains services se sont construits. Ce n'est pas des mémoires qui sont généralement consignées dans des archives, voyez-vous, mais peut-être que l'aspect de destruction est peut-être un peu galvaudé à ce moment-là, si c'est des archives qui n'ont jamais été consignées, mais de répertorier, comment je dirais ça, la mémoire institutionnelle par l'entremise des personnes qui ont contribué à son développement. Dans ce moment-là, on va plus parler d'une visibilisation que d'une compensation, peut-être, là, mais il ne faut pas oublier que... on est dans une perspective qui est très matérialiste quand on conçoit les archives aussi, c'est-à-dire que les documents ont souvent plus force de loi que la parole, souvent. Puis c'est pas la seule manière de transférer des informations. Il y a beaucoup même au sein des institutions publiques, il y a beaucoup de transmission de savoir qui est toujours orale et qui n'est pas consigné dans des documents. Et il y a moyen de remédier à ça. Par l'écoutant, par l'entretien ethnographique, il y a moyen de créer des nouvelles archives. C'est-à-dire que ce n'est pas un bassin qui est fermé. Si on veut compléter ces manques, il y a fort à penser que la question du mensonge s'applique toujours, bien sûr, mais qu'il y a il y a des nouvelles archives qui peuvent être créées pour essayer d'expliquer ces manques ou à tout le moins d'essayer de remplir un certain vide. Évidemment, ça ne veut pas dire que ce sont des meilleures archives que d'autres, là. On ne va pas hiérarchiser les méthodes, mais à tout le moins, on n'est pas sans ressources devant l'absolu de la destruction d'une archive ou de son non-existence. Et il y a des possibilités de reconstruction aussi. Par l'oral, par exemple, ou parce que la mémoire est principalement gardée par l'oral et donc il n'y en a jamais eu de document. Tu viens de le noter. Par exemple, Algoma University qui possède
les anciens édifices de l'Institut chinois, qui était une école, un pensionnat autochtone, qui est le dernier, c'est le dernier qui a été fermé au Canada. Eh bien, les survivants sont les porteurs de la mémoire de cette institution-là. Et donc, lorsqu'ils se sont institués en archives, mais c'est ces personnes-là qui sont devenues les premiers fonds d'archives et qui ont ensuite donné leur savoir, ce qui est un acte très important chez les Anishinaabe, de donner son savoir pour qu'il soit préservé dans le cadre de ces archives-là, qui sont à la fois documentaires du point de vue anglican et oral du point de vue Anishinaabe. Et c'est un travail d'une finesse et d'une diplomatie extrême qui a été fait. C'est superbe. Et c'est une de mes anciennes étudiantes qui a travaillé là-dessus aussi. Il y a beaucoup de personnes, mais une de mes étudiantes aussi. Et c'est d'un travail incroyable. Et ça, c'est non seulement compensatoire, mais dans ce cas-là, c'est de la guérison. Hein. On crée quelque chose pour guérir de cette blessure-là et ramener, non seulement visibiliser, mais remémoriser. C'est ce qui s'est passé dans ces instituts-là. Je rebondirais peut-être avec une question qui n'était pas prévue non plus, mais, on a parlé là, du potentiel de créer des nouvelles archives là, pour combler ces manques-là. On a aussi parlé, là, Caroline Isabelle, tu as parlé des institutions d'archives qui n'ont pas forcément le budget là, pour venir intervenir à ce niveau-là. Mais je lance une question comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse forcément, mais mettons qu'on brainstorm, ça pourrait être quoi le rôle des institutions officielles pour venir combler ces manques-là archivistiques? Est-ce qu'il pourrait y avoir une intervention quelconque qui pourrait être faite là? Mettons que le budget n'est pas un enjeu là, à ce niveau-là. D'un point de vue tout à fait réservé puis personnel, là, d'un point de vue scientifique, déjà, ça serait de reconnaître, on parlait tantôt du point de vue centralisateur, totalisant, qu'il y a plusieurs acteurs dans le milieu de la conservation des archivistiques qui peuvent être reliés, qui peuvent avoir des rôles qui sont, on va dire, corollaires. Et de reconnaître que finalement les archives comme les Archives nationales du Canada ou la BNQ ont leurs limites aussi. C'est-à-dire que ça ne leur enlève rien dans leur capacité d'action et dans leur pertinence, ça c'est certain, mais qu'il y a certainement des organismes qui ont déjà des fonds qui méritent une attention et du financement. On pourrait facilement faire le parallèle avec les institutions muséales au Québec en ce moment, mais ne glissons pas trop loin. Certainement, je crois que déjà la reconnaissance on va dire, d'une mise en réseau des institutions, qu'elles soient publiques, parapubliques ou privées, puis une stratégie, on va dire, qui se veut globale et prenant en compte ces diversités de capacités d'action, et une concertation par cette action-là, je crois que ce serait le plus important. Parce que nécessairement, si cette organisation-là, cette concertation-là est faite, qu'on prend en considération la capacité des uns et des autres, les fonds vont suivre et je pense ça va régler plusieurs problèmes avec une seule pierre, là, d'une certaine manière. C'est mon avis, bien sûr. Oui, c'est une bonne idée. Je pense que la reconnaissance, il y a beaucoup de choses qui passent par la reconnaissance, puis justement de venir reconnaître le travail qui est déjà fait, donc sans nécessairement le refaire soi-même ou autre. Là, donc, oui, tout à fait. Ce qui est malheureux en ce moment, c'est qu'avec des gouvernements, soit de centrisme extrême au fédéral ou de droite partout ailleurs, comme au Québec, c'est que c'est pas valorisé. Je ne sais pas si vous avez vu, Alan Greer, au cours des quelques dernières semaines, a écrit de très bons billets sur histoire engagée, Active History, sur qu'est-ce qui arrive avec les Archives nationales du Canada avec 25 ans de sous-financement. Et elles sont maintenant, et il a raison de s'en plaindre, presque inutilisables.
parce qu'on n'est pas capable de trouver où sont les documents. Ça s'est l'accession s'est désaccessionnée à cause qu'il n'y a tout simplement plus assez d'archivistes, il n'y a plus assez d'argent. Et donc, si même les archives nationales du Canada sont sous-financées, je ne vois pas comment, même avec toute la concertation qui existe déjà de manière informelle, je ne vois pas, malheureusement, en ce moment, si ça pourrait s'améliorer. Oui, c'est un bon point. Donc, tout à fait la volonté politique qu'on pourrait dire là, derrière ça, il faut vraiment que... Ben, c'est sous-jacent là, à tout ça. Mathieu, je ne sais pas si tu voulais intervenir sur cette question-là. Ben, en fait, je voulais juste rajouter que je pense que la première chose à faire pour les institutions, c'est de consulter ces actrices et ces acteurs. Je pense que c'est d'aller sur le terrain, puis sur le plancher, puis de s'en remettre à l'expertise des gens qui sont là. Je pense, je le vois plus comme bottom-up que l'inverse. Puis je pense, en fait, c'est ça, c'est de vous écouter vous. T'sais. Moi, j'aurais envie de vous poser la question à vous deux, mais c'est ça. Ben, je vous renvoie la question. Vous, avez-vous une piste de réponse? Ben, la question m'intéresse, puis c'est pour ça que je l'ai posée, mais je n'ai pas forcément de piste de réponse encore, mais c'est certain qu'en travaillant dans un ministère, là, on est comme un peu de l'autre côté là, de ce mur-là. Là, on parlait plus d'un côté local et communautaire, mais je pense que les institutions ont aussi un rôle à jouer à ce niveau-là pour combler certains manques là, au niveau des archives. Ben, concrètement, je pense que les archivistes déjà, je pense que la piste de la consultation, c'est une très bonne idée. Donc, d'être en contact avec ce milieu-là communautaire, ça va nécessairement réveiller... Oui, comme la Ville de Québec, les archives de la Ville de Québec qui, dans le cadre de leur 100e anniversaire, je pense, essaient de faire des acquisitions là, d'archives d'organismes communautaires pour représenter là, des communautés qui sont plus traditionnellement marginalisées. Donc, oui, pour revenir à ce que je disais, donc d'être en contact avec ces milieux-là, ben, ça va venir créer des sensibilités là, chez les archivistes qui œuvrent dans les institutions. Puis je pense que ben, concrètement, après ça, en ayant cette sensibilité-là, on peut revoir nos outils archivistiques dans les institutions, revoir les calendriers de conservation. Là, je parle plus en termes techniques là, archivistiques, mais essayer de conserver des choses qui pourraient traditionnellement ne pas être conservées. Je pense, mettons, dans le cadre de notre travail au ministère de la Famille, le ministère interagit avec plusieurs organismes communautaires, ce qu'on appelle des OCF, des organismes communautaires familles, qui interviennent là, pour aider les familles québécoises, puis pour leur donner des subventions et tout ça. Donc, et dans le cadre de ces interventions-là, ben, le ministère reçoit parfois plusieurs documents là, des organismes, que ce soit des rapports d'activité, toutes sortes de résolutions, des procès-verbaux et tout ça. Donc, puis ça, ben, c'est de valeur parce que c'est pas conservé définitivement. C'est des choses qui sont... Mais on se dit, parce que dans le fond, c'est les propriétaires, les gens qui nous fournissent ces documents. Fait que nous, on ne les conservera pas. Mais à quelque part, moi, je pense que ce serait un devoir ministériel de conserver toute cette mémoire-là, puis justement cette organisation-là des organismes communautaires, parce que les organismes communautaires, ça te parle aussi de pauvreté, ça te parle de minorité, ça te parle de gens qui ont besoin justement de subventions pour avoir une égalité dans leur couple. T'sais, moi, personnellement, je trouve que c'est quand même vraiment important, mais comme dirait Anne Klein, c'est pas mes mots, je pense que les ministères, des fois, ils ont plus d'avantages qu'on ne retrouve pas vraiment nos documents puis qu'on soit prêt à faire des redditions de comptes dans la gestion documentaire que d'autres choses. Là. C'est pas mes mots! Oui, donc c'est une piste de réflexion. Donc, puis oui, aussi il y a une question de reddition de compte là-dedans.
Mais en tout cas, il y a un long travail à faire à ce niveau-là, j'en doute pas. Donc, on passerait là-dessus, à moins que vous ayez là, des réactions à ça. On passerait peut-être sur la 6e et dernière question, officiellement. Donc, là, il faut que je dézoome. En tout cas, dans la formation archivistique classique, ça fait un peu le lien justement là, avec ce qu'on vient de dire, là, avec les institutions et tout ça. Merci Catherine. Donc, dans notre formation archivistique classique, là, on ne considère pas nécessairement les publications comme des archives. Donc là, on en a parlé un peu au début quand je vous ai demandé là, de définir les archives pour vous. Donc, les publications, là, que ce soit des articles de journaux, des autobiographies, des livres, là, donc tout ce qui est publié, la définition classique, c'est que ce n'est pas des archives. Parce que j'ai mentionné la définition des documents d'archives tantôt, c'est des choses qui sont produites, des documents qui sont produits dans le cadre des activités d'une organisation. Donc, le document, dans ce cas-là, n'est pas une finalité en soi. Il permet de réaliser une action. Puis les publications, à l'inverse, sont davantage des fins en elles-mêmes. Donc, c'est la publication là, qui est l'objectif. Donc, mais tout ça, c'est selon les définitions officielles. Donc, puis ce qui est de valeur, c'est qu'à cause de ces définitions-là, des fois, on a justement une définition qui n'est pas très large là, de qu'est-ce qui est des archives. Puis ça pourrait être on pourrait dire que c'est un angle mort archivistique qui pourrait avoir un impact là, dans nos pratiques parce que ça peut créer aussi, en théorie, certaines absences. Qu'est-ce que vous diriez si, mettons qu'on voulait élargir la définition, puis je présume, j'assume qu'on est tous d'accord pour l'élargir. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour faire un argument pour qu'on puisse inclure ces documents-là en tant qu'archives? Comment pourriez-vous justifier qu'on élargisse là, cette définition-là? Donc, je vous laisse rebondir là-dessus. La question qui doit être posée pour pouvoir répondre à ta question, c'est quoi publier? Parce que est-ce qu'un dépliant officiel est une publication? Est-ce que l'autobiographie de Madame Saint-Cyr qu'elle a fait publier en la faisant photocopier chez Staples, est-ce que c'est publié? Est-ce que la collection de macarons avec des slogans politiques est souvent long et détaillé? Est-ce que c'est une publication? Est-ce que un panneau utilisé pendant des panneaux, est-ce que c'est une publication? Toutes ces questions-là sont importantes. Tous les pamphlets politiques qui sont publiés à compte d'auteur sur Amazon, c'est une publication? Tant qu'on n'a pas vraiment répondu à cette question, on ne peut pas savoir comment amender le principe de triage et de sélection qu'on doit faire là, pour mettre dans des archives. Je vais revenir encore une fois aux archives queer de Dalhousie. Ils ont choisi que tout ce qui est sur papier, peu importe ce que c'est, est une archive. Alors, ils ont tous les macarons, ils ont tous les posters, ils ont tous les tickets de balles, des balles qui ont été faites dans les années 80 avec des drag queens. C'est toutes des archives pour eux. C'est là qu'ils sont là. Parce que sinon, il n'y aurait rien. Pour poursuivre ce que tu as lancé, Caroline Isabelle, ben je proposerais aussi qu'on considère, qu'on pose la question suivante, c'est-à-dire à partir de quand un document devient-il une archive? Parce que là, on a parlé, on va dire, de la condition de publication et on va dire de l'intention derrière la publication, mais on pourrait tout aussi bien parler du changement dans l'historicité du document. Par exemple, je prends un exemple qui est proche de moi, là, c'est des documents de presse, des journaux, essentiellement. Des journaux du Soleil, de la Ville de Québec, que vous avez peut-être vu traîner sur votre bord de comptoir quand vous étiez kid. Moi, en ce moment, je cherche à travers ces publications journalistiques-là des articles pour pouvoir documenter quelque chose qui est arrivé en 2005, 2006.
de mon point de vue, puis c'est peut-être une déformation professionnelle, ben, ce sont des archives, puisque j'utiliserais, si je m'intéressais à quelque chose qui est arrivé en 1922, je me fierais aux mêmes sources. Je me fierais aux mêmes sources. Mais pour des raisons de temporalité peut-être, ou de définition plus traditionnelle de ce qu'est une archive, ben, ça n'allait pas considérer. Ben, pour moi, ça ne fait aucune différence de point de vue extérieur. Je vais utiliser ce qui est disponible. Là où ça devient problématique, c'est un article de journal qui est publié trop récemment, par exemple. Puis on parle d'un horizon de 5 ans, ne va pas être disponible par BANQ parce que c'est toujours un document qui est considéré comme une archive active ou semi-active, etc. Ben là, je me dis, ben ça pourrait être... Ben, en tout cas, moi, j'en parle parce que ça a été un enjeu de recherche, mais j'ai pu trouver ces archives-là je l'ai dit encore, archives, mais j'ai pu trouver ces documents-là ailleurs. Mais de manière plus théorique, quand est-ce qu'on va considérer que ces archives-là, la même édition d'un même journal va devenir une archive? Est-ce qu'un journal de 2008 va le devenir en 2038, en 2058, en 2108, en 3008? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça. Moi, je pense que c'est surtout dans comment on a décidé, comment on décide de qualifier ces archives-là d'un point de vue diachronique. Puis, ça dépend aussi de... Essentiellement, je pense que la question est centrée sur le professionnel de recherche, c'est-à-dire comment il l'utilise et comment les institutions souhaitent accumuler des documents basés sur leur valeur aussi, sur ce dont ils peuvent témoigner. Moi, je rajouterais que, pour se justifier, pas que la question est désuète, parce que je comprends absolument la question, mais ma réponse, c'est comme, je pense que toutes les personnes qui sont ici dans la salle vont continuer à s'en remettre à des textes publiés pour comprendre le monde dans lequel ils sont. Donc, mettons, on peut se rattacher à des vieilles définitions un peu antiquaires de ce qui est une archive, puis se dire c'est comme ça qu'on procède. Mais dans la réalité, ce qui est opérant, c'est des individus qui lisent des textes et qui comprennent mieux le monde dans lequel ils sont à partir de ces textes-là. Donc, je ne vois pas pourquoi on fermerait notre regard sur ça. Particulièrement, ce serait vraiment hypocrite dans une société d'héritage judéo-chrétienne qui est basé sur le livre, qu'on ne réfléchisse plus à tout ce qui est publié, à tout ce qui est livre, à tout ce qui est texte, à tout. Donc voilà. Ceci dit, on en a parlé. Il n'y a pas que le matériel, il y a l'immatériel aussi. Et donc, les porteurs de mémoire, les porteurs de savoir, devrait-on les considérer comme des archives? On a longtemps dit que lorsqu'un griot meurt, un livre disparaît. Mais bon, racisme à part, le fait est que les porteurs de savoir portent ce savoir de manière littérale. Comment le conserve-t-on? Et la danse peut être une archive, si on le regarde d'une certaine manière. Donc, encore une fois, les archives sont-elles seulement du papier et des enregistrements? C'est la question à poser aussi. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord là, avec toutes les réponses qui ont été évoquées ici. Mathieu, tu as entièrement raison. Là. Dans le fond, la question, au final, peu importe qu'on la pose ou non, qu'on redéfinisse nos définitions, justement, l'utilisateur va continuer de lire un texte, puis il va le considérer comme des archives, là, sans nécessairement avoir toute la théorie derrière ça. Donc, je pense qu'au final, on doit en quelque sorte se conformer aux volontés de l'utilisateur. C'est lui qui va créer, qui va ajouter un sens aux archives en les utilisant. Puis entièrement d'accord aussi avec Caroline Isabelle, donc définir même ce qu'est une publication, parce que quand tu as posé la question, en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, oui, une publication, c'est une finalité en elle-même, mais elle peut s'insérer dans un courant littéraire quelconque, elle peut s'insérer dans un engagement politique. Donc, si on revient à c'est dynamique. Donc, si on revient à la définition classique des archives qui sont créées là, pour permettre une action, en quelque part, un livre peut aussi permettre une action à ce niveau-là. Donc, il peut permettre de faire avancer un courant idéologique ou n'importe quoi comme ça. Donc,
Donc, à quelque part, le fait que ce soit une publication, ça ne change pas grand-chose. Oui, vas-y, Kat. Dans le fond, on parlait de dynamisme tantôt. C'est justement, c'est peut-être le fait que l'idée d'une archive, c'est que c'est statique, puis ça n'existe pas autrement qu'en staticité. Puis peut-être que c'est à ce moment-là qu'on a un biais sur l'archive en tant que telle, puis qu'elle est tout le temps pareil dans le temps, alors que ça existe dans 3 temporalités, mais on dit que c'est dans le passé, on l'est dans le présent, mais qu'il y a tout le temps un aspect de futur qui est tout le temps lié à ça, mettons. Qu'il y a tout le temps une 3e temporalité qu'on ne prend jamais en considération, qui, elle, ne sera jamais stagnante, qui ne sera jamais un gardien de vérité, mais qui va être capable de la réutiliser dans une espèce d'idéologie ou par rapport à des discours qui vont répondre à d'autres besoins en société. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, là. Les archives, lorsqu'on s'est mis à créer des archives en Occident, c'était pour être pérenne. Hein? C'était pour que l'histoire soit conservée ad vitam. Et bien sûr, l'institution, par exemple, les Archives nationales de France, sont créées pour que le Royaume et subséquemment la République continuent dans l'avenir et pour toujours. Et ce qui est important sera conservé. Mais chaque période décide de ce qui est important. Et donc, on a jeté, il y a 250 ans, ce qu'aujourd'hui, on voudrait voir. Et la futurité a la mauvaise habitude de ne jamais être ce que l'on veut. Et donc justement, c'est ça, là, tu parlais des 3 temps et l'articulation dans le présent. Le problème, c'est que le présent, lui, fuit. Et on ne sait jamais où il s'en va trop. On peut prévoir à des courts horizons, mais jamais très loin. Et donc, ce que l'on conserve aujourd'hui, sera-t-il utile plus tard? On ne le sait pas. Et que voudrons-nous avoir plus tard qui est disparu et dont il ne reste presque plus de traces ou qui est dans un sac à poubelle dans le fond de quelque part et qu'il faut retrouver? Pour MetaArchive, vous faites partie d'un document d'archive en ce moment. Vous allez en faire partie et on ne sait pas si vous allez être conservé plus tard, mais ce qui est certain, c'est que on ne doit pas laisser, je pense, gouverner on va dire les procédures techniques guider qu'est-ce qui est une archive recevable ou non d'un point de vue du futur aussi, parce que là, on va toucher à un autre problème qui est celui on va dire du tout archive, comme celui du tout patrimoine, c'est-à-dire de la multiplication des documents. Puis c'est un autre problème, hein, c'est un autre problème tout aussi réel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces choses qu'on accumule et qui n'ont pas d'utilité claire, mais peut-être plus tard. Ça, c'est une autre question aussi. C'est la question qu'on pose beaucoup avec le patrimoine également, qu'il soit matériel ou immatériel. Mais je n'ai pas la réponse non plus à ça. C'est-à-dire que si on sous-tend qu'on ne peut pas déterminer la validité ou la valabilité de détruire quelque chose, puisque peut-être que plus tard on l'aura, on est devant une double contrainte, c'est-à-dire celle qu'on ne peut pas tout conserver, mais on devrait. Oui, et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces choses-là? Donc, je pense que ça participe activement à ce processus-là de continuel changement et on ne sera jamais capable de tout conserver. Et cette incapacité-là va créer des manques qui vont animer des recherches subséquentes. Et évidemment, c'est déroutant puisque dans notre tradition judéo-chrétienne, comme tu disais, Mathieu, centrée sur la matérialité et le verbe, on a beaucoup de mal à considérer le manque et à l'accepter. Malgré tout, la nature horreur du vide, hein, disait Démocrite, je pense, un philosophe grec d'Antiquité. Mais je pense que l'humain aussi, l'humain a horreur du vide aussi, mais on doit se heurter à la difficile admission qu'on ne pourra jamais tout remplir et que ce n'est pas souhaitable non plus, dans la mesure où on n'est pas capable. Bien, merci, gang. C'est la première année de MetaArchive qui vient de se terminer. On vous remercie beaucoup. Ça a été 4 séances super constructives avec des invités qui ont beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées. Merci beaucoup à Mathieu, Étienne, Caroline, Isabelle. Ça a été très fluide, puis surprenamment, tout en accordance. C'est très agréable.
Puis peut-être qu'on se revoit en septembre-octobre et qui sait, on va peut-être parler des archives hantées, peut-être en Halloween. En tout cas, on lance l'idée. On en reparlera peut-être dans quelques communications prochaines. Merci le chat, merci tout le monde en salle, puis merci François. Avec grand plaisir.